Bonjour, bienvenue pour ce programme des JESFC TV. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui avec moi le professeur Laurent Fauchier, qui est cardiologue au CHU de Tours et qui est le président du groupe de rythmologie de la Société française de cardiologie. Laurent, nous serions heureux d'avoir votre avis, d'abord peut-être sur le parcours que vous proposez aux médecins dans le cadre du programme de ces JESFC en rapport avec la thématique de la rythmologie. Alors, on a des sujets aux journées européennes qui sont un peu les traditionnels de la rythmologie et qui sont à même de satisfaire nos collègues de toutes les tendances de la cardiologie, généraliste ou pas, la fibrillation atriale, la mort subite, la syncope, les stimulations des fibrillations qu'on a essayé de décliner pour la formation de chacun d'entre nous, avec les mises à jour qui nous ont paru pertinentes. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'est pas dans un programme où on va sur des innovations extrêmement pointues du domaine de la rythmologie, ce qui est d'ailleurs normal dans un programme comme celui des Journées européennes. On est sur quelque chose de plus général, on est sur les parcours patients, sur les liens avec les réseaux, etc. C'est ça ? C'est exactement ça. On a essayé quand même qu'il y ait une note un peu d'optimisme et d'innovation, qui est que les gens aient des perspectives de ce que peut être l'avenir, mais sans rentrer dans le détail de considérations qui sont techniques et qui peut-être n'intéresseraient pas les cardiologues au quotidien. Et en revanche, comme vous l'avez indiqué, c'est beaucoup de prise en charge, de mise en pratique des recommandations, de peut-être aussi, malgré ces recommandations qui sont le plus possible détaillées, fournies, mais il y a aussi des zones un peu d'ombre ou même des dilemmes et tous nos collègues sont tout à fait, dans leur pratique, se rendent bien compte des questions qui restent. Et donc c'est l'occasion d'en discuter, le rôle du patient dans les décisions. On a des décisions en rythmologie, prenons le cas de la fibrillation atriale du sujet un peu âgé, on a des bénéfices de l'ablation, mais est-ce qu'il vaut mieux aller vers des ablations complexes de l'oreillette gauche ou des choses plus simples d'ablation de la jonction atrioventriculaire avec un pacemaker? C'est finalement aussi des discussions avec le patient, des discussions à plusieurs. On a essayé de montrer ça aux collègues, que ça n'est pas, il n'y a pas une verticalité, une décision, que tout ce rôle était important dans les discussions entre médecins, malades et correspondants. D'accord. Il y a des sessions en particulier qu'il ne faut absolument pas manquer. Alors j'imagine que toutes les sessions de rythmologie sont importantes, mais est-ce qu'il y en a vraiment à ne pas manquer? Alors il y en a eu plusieurs sur la fibrillation atriale, avec isolément sur la fibrillation atriale, au carrefour avec d'autres disciplines, les soins cardiaques intensifs, les neurologues pour la prise en charge des accidents cryptogéniques ou pseudo-comme voilà, vrai problème. Donc on essaye de faire ça. Les sessions de synthèse des recommandations ne sont pas du tout une lecture des interminables tableaux, mais les points qui nous ont paru, qui restent encore, des dilemmes, comment on les met en pratique, les choses qui nous restent aussi à voir pour les années qui viennent. C'est aussi ça qui est à la fois ce qu'on peut faire et peut-être rassurer les gens qui de temps en temps sont inquiets devant l'océan de ces recommandations. Et puis aussi, moi ce qui m'a toujours intéressé, c'est de savoir quand même qu'est-ce qui nous reste un petit peu à faire et qu'on va essayer d'améliorer dans les années qui viennent. D'accord. On a eu aussi cette conférence de Xavier Jouvienne sur la mort subite qui nous a ouvert sur des perspectives de prédiction. Donc c'est assez vertigineux et bien sûr très intéressant. Indépendamment du congrès, qui est un événement bien sûr très important dans la vie du groupe de rythmologie, est-ce qu'il y a eu des événements majeurs dans la vie de ce groupe cette année ? Plusieurs. Alors on va peut-être compléter, puisqu'on est dans les journées européennes, les congrès. On a une part des activités du groupe sont les congrès propres au groupe. Il y en a deux, qui a lieu tous les 2 ans, qu'on appelle les journées de rythmologie, qui se passaient traditionnellement, et je crois que les gens y étaient assez attachés, à Avignon. Le site était assez remarquable quand même. Et puis les circonstances, la crise sanitaire ont fait qu'on s'est même demandé si on allait pouvoir le faire. On était content de pouvoir être presque les premiers avec l'insuffisance cardiaque pour partie, mais à faire un premier congrès présentiel. Et c'est là où on a vu presque plus de 700 inscrits en présentiel. Ça s'est passé à Paris compte tenu des circonstances. Et nous avons eu un succès. On a vu tout l'intérêt
des gens à garder le présentiel et qu'on puisse se retrouver. Et puis on a un congrès qui s'appelle maintenant les Journées de stimulation défibrillation, qu'on appelait autrefois StimuDef, qui se passe à Paris, qui aura une valeur un peu pour la formation, consacrée à la stimulation et à la défibrillation, de plus petite envergure, mais qu'on a essayé d'identifier non pas comme un congrès au sein de la communauté, mais vraiment un congrès du groupe de rythmologie de la Société française de cardiologie, labellisé comme tel, et qui se passe au printemps, et qui se passera cette année au mois de mars à Paris, et qui se reproduira d'année en année. Donc ça, ce sont les deux congrès annuels de rythmologie et de stimulation cardiaque. On espère, dilemme, on verra les circonstances, mais que peut-être la prochaine version des journées de rythmologie dans 2 ans auront lieu à nouveau à Avignon, puisque c'était un peu l'image de cette activité du groupe. En tout cas, quel que soit le lieu, 2 congrès annuels. C'est parfait. L'enseignement, donc, on vient de parler de la formation à travers ces congrès, ces colloques. L'enseignement, on a quand même des mutations dans l'enseignement actuellement. On sait que la formation devient professionnalisante. Il est important de donner à nos médecins qui maintenant s'appellent des docteurs juniors une formation adaptée. Est-ce que le groupe a travaillé dans ce sens, j'imagine? Alors, on a travaillé, on a été sollicité, c'est un peu les prérogatives du Collège national des enseignants de cardiologie, et puis on est un peu à la disposition et à l'interface pour finalement concrètement mettre en œuvre et trouver les intervenants pour cet enseignement. Alors comme vous le disiez, c'est un gros travail, c'est des changements. Alors, pas une révolution complète, mais quand même, il y a un petit peu de ménage à faire dans certaines de notre organisation. On essaye de mettre ça sur pied, un programme, un enseignement qui sera électronique pour partie. Donc tout ça est à mettre. On essaye aussi de faire que ce soit à peu près standardisé par rapport à nos collègues de cardiologie interventionnelle, de manière à ce que les formations des surspécialités et quand même répondent à des critères à peu près standardisés. C'est du travail. Vous y êtes quand même, vous, Jean-Claude, beaucoup impliqué. On essaye de trouver tous les intervenants, qu'il n'y ait pas des malentendus, le rôle du DIU. Donc il y a toutes ces choses qui sont à faire. Je pense qu'il faut, pour faire court, rester sur des choses actuellement. Cette formation des surspécialistes passe par l'option de manière impérative. Le reste n'est pas fait pour faire de la rythmologie. Et c'est une vision, il faut élargir notre vision, on va dire, un peu égoïste de surspécialistes. Je pense qu'il faut aussi tenir compte de l'ensemble de la démographie de tous les cardiologues. Même si on est tous, on va dire, carencés dans nos surspécialités, certains le sont plus que d'autres. On est obligé de tenir compte de cette volonté de flux un peu pour organiser les surspécialités en France de la cardiologie. Très bien, et je suis ça bien sûr, mais j'ai un peu perdu le fil sur certains aspects. Des ouvrages de référence ont été publiés cette année, en tout cas un ouvrage a été publié je crois, et puis d'autres sont en préparation par le groupe de rythmologie. Alors ça s'articule avec l'enseignement. Il y a eu une initiative de Claude Kouakam, de vous Jean-Claude, et de Serge Boveda sur un livre sur les syncopes. Il y avait une grosse demande, et l'avantage c'est d'avoir un document. On trouve beaucoup de choses sur les sites en ligne, mais d'avoir un document francophone. Il y a une bonne partie de la communauté francophone qui nous suit pour la rythmologie. Je ne dirais pas qu'on ait les références, mais la Société française est une référence pour beaucoup de pays francophones. Le fait d'avoir ce document, c'est le premier qui est sorti. C'est un ouvrage, c'est vraiment un manuel sur les syncopes qui est vraiment qui couvre cet aspect qui n'avait pas tellement été couvert en tant que tel, avec des experts internationaux. Enfin, un très beau document qui est sorti au mois d'octobre. Et puis on s'est dit, on va essayer de faire une collection de manuels. Le deuxième, c'est celui sur l'électrophysiologie, qui a été initié au sein du groupe de rythmologie, coordonné par Frédéric Sacher, Philippe Maury. L'ensemble des chapitres ont été à peu près colligés. On est dans la version de relecture finale, donc on peut imaginer que ce sera disponible dans les 3 à 6 mois qui viennent. Et puis il y a un troisième document qu'il faut mettre sur pied, qui est celui de la stimulation et de la défibrillation. Il y avait des séries de documents qui faisaient un peu référence en français, mais qui ont maintenant un certain âge, et qu'il faut mettre à jour. Et donc on aura une collection de 3 livres, dont je pense qu'ils pourront satisfaire aussi bien les gens qui sont en formation dans la surspécialité, que les gens qui connaissent et qui veulent revoir un point de détail parce qu'on ne maîtrise pas tous les éléments de notre surspécialité, ou les collègues cardiologues généralistes qui veulent voir un point, on va dire le plus traditionnel qui soit dans l'enseignement sur ces sujets-là. Donc oui, un vrai corps curriculum en français pour
pour ceux qui souhaitent approfondir des connaissances dans les 3 domaines, enfin dans les 2 domaines, on va dire, de la rythmologie et de la stimulation cardiaque. Très bien. Le bureau du groupe, alors on sait que traditionnellement, lors des journées européennes, les bureaux sont renouvelés, les présidences sont renouvelées. Est-ce qu'on a des nouvelles du groupe de rythmologie? Oui, c'était un plaisir. Je rends aujourd'hui l'honneur qui m'était fait d'être président. C'était une satisfaction pendant ces 2 années d'avoir cette communauté de gens à la fois pointus, mais c'est quand même un réseau d'amitié aussi. C'est Pascal Defaille qui est président aujourd'hui à partir de midi, et je pense qu'on peut lui faire confiance. Le connaissant son expérience, il est quand même la personne, il a une polyvalence quand même dans la surspécialité qui en fait un président idéal. Et puis nous avons élu un vice-président, donc vous voyez, sans que ce soit démocratiquement, je dirais, et c'est Frédéric Sacher de Bordeaux qui, dans 2 ans, sera le futur président du groupe de rythmologie. Je remercie à cette occasion tous les gens qui étaient dans le bureau. Je pense qu'on a tous avancé malgré les circonstances qui n'étaient pas faciles. On a eu des discussions intéressantes, mais je pense que vraiment la communauté, sur ces 2 ans, on a pu résoudre un certain nombre de problèmes au fur et à mesure qu'ils se sont posés. Et vraiment, merci à tous parce que tout le monde a contribué à ces différentes avancées. Merci beaucoup. Je crois que ce panorama là, nous montre combien la communauté est restée active ces derniers temps, active dans la préparation du programme en collaboration avec les organisateurs de ces journées européennes, active dans l'enseignement, les documents écrits qui ont été préparés, et puis l'avenir qui se prépare avec le nouveau bureau, les présidents que vous avez cités. Mais vous êtes encore président là pour quelques heures. Hein. Pour quelques heures. Peut-être il y a un dernier point qu'on essaye toujours de garder en tête parce que c'est les relations à l'Europe. On avait le privilège d'avoir et d'avoir encore pour quelques mois un président français de l'EHRA. Donc on essaye. C'est le dilemme de trouver une communauté française francophone et en même temps d'être au sein de l'Europe qui avance en parallèle de nous. On est de temps en temps un peu contrarié de voir des études de l'Europe sur lesquelles il y a moins de patients français qu'il ne devrait y en avoir. Donc on fait cet effort. Vous y êtes aussi, on est quelques-uns. J'incite les gens à être attentifs, si possible à s'inscrire. L'inscription à l'EHRA n'est pas très dispendieuse. Et puis on va dire qu'il y a un lobbying qui est toujours important aussi dans ce domaine-là. Donc soyez si possible attentifs aux actualités européennes de la rythmologie. Oui, le président Christophe Leclerc, hier, lors de la passation de présidence entre Ariel Cohen et lui-même, a rappelé l'importance de, bien sûr, notre présence sur la scène européenne. Et il est toujours président d'ailleurs de l'Association européenne de rythmologie, ERA. Donc je crois que c'est une opportunité pour les Français qui voudraient y participer de s'impliquer dans ce travail. Merci beaucoup, Laurent Fauchier, pour le groupe de rythmologie de la Société française. Docteur Delmas, vous représentez le groupe USIC. Alors, le groupe USIC, c'est un groupe extrêmement actif au sein de la Société française de cardiologie. Ce sont souvent, à votre image, des gens jeunes, dynamiques. Que pourriez-vous nous dire au sujet du programme de ces journées européennes, en rapport, bien sûr, avec votre pas surspécialité, mais enfin votre spécificité? Merci de m'accueillir ici. Donc l'idée, c'est qu'en effet, on est une porte d'entrée de la cardiologie. Il y a l'ambulatoire et puis il y a les soins intensifs qui sont une grosse partie, les urgences de nos surspécialités, coronaires, rythmologiques, mais également tout le reste, imagerie, insuffisance cardiaque, etc. Et donc le groupe USIC est vraiment à la croisée de tous ces chemins-là. On est un peu l'urgentiste de la cardiologie, avec certains membres qui sont clairement surspécialisés avec une attache à l'USIC, et puis d'autres comme moi qui sont clairement des usicologues, comme pourrait le dire Éric Bonnefoy à Lyon, qui est un exemple dans le domaine. Sur ce congrès des journées européennes, on participe à un certain nombre soit de sessions en parallèle avec d'autres groupes, soit de topics plus précis, que ce soit sur l'insuffisance cardiaque aiguë, la partie initiale des thérapeutiques à l'heure actuelle où il y a pas mal d'avancées, jusqu'à ces formes les plus graves comme le choc cardiogénique, évidemment, qui font clairement partie de nos domaines, avec un lien avec d'autres spécialités comme la SRLF ou la SFAR, en fonction des organisations locales. Et puis on va voir toutes les sessions en fait à cheval entre les urgences et la cardiologie,
sur la prise en charge, notamment, par exemple, des syncopes, des syndromes coronariens aigus, des embolies pulmonaires, etc. Avec un regard qui est peut-être moins surspécialisé que l'est le regard des spécialistes, comme on vient d'en discuter, en rythmologie pour ce qui est de la syncope. Oui, j'aime bien ce terme d'usicologue, je ne l'avais pas encore entendu, mais je trouve qu'il est, il est intéressant parce qu'il définit quand même un point d'entrée dans la cardiologie hospitalière, parce qu'évidemment, là, il s'agit de structures hospitalières qui montrent bien la singularité de la chose. Qu'est-ce que vous envisagez, donc, de la même façon qu'on a parlé dans le domaine de la rythmologie de vos congrès? Est-ce que vous avez continué? Est-ce que la période du Covid ne vous a pas arrêté dans les activités de congrès? Qu'est-ce que vous prévoyez? Alors, nous, sur l'USIC, on a un groupe, en effet, qui est plutôt jeune, qui est organisé un petit peu différemment des autres groupes parce que il est peut-être moins ancien, moins structuré, et puis avec des origines un peu diverses. Et donc, pour le moment, on est sur un congrès qui va le rester d'ailleurs, tourné vraiment vers les jeunes. Et cette année, on a pu le réaliser en décembre sur Paris avec plus de 500 jeunes. Globalement, c'est des internes et des chefs de clinique et des praticiens hospitaliers qui débutent. On a plus de 500 jeunes présents et 120 à peu près intervenants, avec un mode de congrès qui change un peu de ce qu'on peut voir classiquement. C'est plus un mode de cours avancé en fait. Donc chaque session, on a un jeune qui présente soit un cas clinique si c'est un interne, soit une petite revue si c'est un chef de clinique ou un jeune chef. Et derrière, après, on va avoir 2 experts et beaucoup plus d'échanges. On est un petit peu comme l'a fait cette année les JUSFC, des présentations qui sont courtes, mais par contre des sessions qui restent d'1h30 où on va pouvoir échanger autour. Et donc ça, on souhaite vraiment le maintenir parce qu'on a un public qui est vraiment différent des autres congrès et qui en plus est multidisciplinaire puisque on a un tiers d'urgentistes, un tiers de cardiologues et cette année on avait un partenariat avec la gériatrie en plus d'avoir les paramédicaux et les réanimateurs, notamment MIR et MAR. Donc c'est vraiment l'objectif d'échanger puisqu'encore une fois l'USIC se trouve à l'interstice à tout ça. Ouais. Bien sûr, oui. Donc, ce parcours d'usicologie, donc là, si on veut devenir usicologue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assister à ce congrès annuel. Il y a également, je crois, divers diplômes universitaires, mais est-ce qu'il y a un diplôme national? Alors, c'est toute la difficulté de l'arrivée de ces surspécialités en cardiologie qui a tout son sens, hein. Clairement, on est pour ça, mais c'est qu'on se retrouve, nous, dans une position un peu plus difficile pour exister au sens national. Alors, il y a plusieurs choses qui sont faites depuis un certain nombre d'années, qui se sont accentuées avec cette période où finalement on a eu le temps de faire ça, je dirais, et on a des DU, en fait, initialement, qui étaient interrégionaux, tournés vers les médecins, à la fois cardiologues, réanimateurs et urgentistes. Donc on en a un par exemple entre Toulouse et Montpellier, il y en a un entre Bordeaux, entre Grenoble et Lyon, il y en a un à Marseille, un à Nice, il y en a un à Paris aussi. Et donc on a une convergence de CDU qui se fait. Avec l'heure actuelle, c'est l'avantage de toutes ces visios, des conférences communes où on va avoir des experts nationaux qui vont pouvoir échanger et donc on va pouvoir regrouper tous nos étudiants. Après on conserve un pilier local à ces DU parce que l'idée c'est vraiment de garder cette interaction locale avec nos correspondants. Et puis on a monté cette année un DU paramédical, parce qu'on a tous ces difficultés, c'est-à-dire avoir du personnel médical et paramédical formé au sein de nos unités et arriver à les garder. Et ce DU, pour l'instant, c'est la première année, complètement online, à part des TD qu'on fait en visio, en direct. Après, c'est des cours préenregistrés par les différents intervenants du groupe et extérieurs au groupe pour les sujets adéquats. Donc ça, c'est vraiment avoir ça toute l'année, et puis la fin de l'année, ce congrès, cours avancé, qui est déjà prévu pour le 1er de décembre 2022. Très bien. Et la vie de votre communauté, donc on peut peut-être rappeler qui en est le président, comment est constitué votre bureau et comment finalement vous interagissez avec la société mère, comme on dit, la société française. Donc nous, on a un groupe comme les autres au sein de la Société française de cardiologie. Notre président, c'est Étienne Pumira, qui est à l'HEGP, plutôt tourné coronaire. Moi, je suis le vice-président, plutôt tourné sur l'aigu, les soins intensifs, la partie réa. Et puis on a un bureau, en fait, qui comprend Guillaume Chours, qui est à Lille, qui est dans la coronaire aussi, qui est secrétaire. On a Nadia Essaoui, qui est cardiologue MIR et donc qui est à cheval avec la SRLF. Et ensuite, on a Édouard Jorbaud à Bordeaux qui s'occupe avec Éric Bonnefoy de l'enseignement et la recherche avec Laurent Bonello. Ça, c'est le bureau, je dirais, restreint.
Et après, on a des influences un petit peu différentes. On manquait notamment de rythmologie dans notre groupe, alors que c'est quand même un topic qui paraît assez intéressant. Donc on a Xavier Vintraub qui vient de nous rejoindre, qui s'implique petit à petit un peu plus. Et ce qui fait notre intérêt, par exemple, on a beaucoup de recherches avec les urgentistes et les réanimateurs, des études observationnelles mais aussi interventionnelles, avec par exemple une étude récemment publiée l'année dernière sur la morphine dans le syndrome coronarien aigu et les interactions. Donc on a de quoi travailler avec un groupe en effet qui est peut-être moins expert et moins pyramidal et posé que les autres, mais qui trouve sa place et qui a cet avantage de réactivité parce qu'on est moins nombreux et puis en effet un peu moins expérimenté. Donc, c'est un groupe où il y a beaucoup de jeunes, donc ça c'est déjà quelque chose d'extrêmement positif parce que ça donne des perspectives sur le long terme. Bien, écoutez, si vous n'avez rien à ajouter concernant votre communauté, je crois qu'on peut souhaiter à tout le monde un excellent congrès et rappeler que la présence à ce congrès est extrêmement importante, ce qui est à souligner dans cette période difficile de Covid, mais ce qui montre quand même qu'on avait besoin de se réunir de nouveau, de se rencontrer et d'échanger de cette façon-là. Bon congrès à tous. Merci.